danser. Voilà, le jingle vous l'a dit. On a notre consultant Maître Konekio bien qui est installé. Monsieur Droit. Monsieur Droit, bonjour. Vous êtes avocat, on le rappelle. Bonjour. Et c'est toujours avec un plaisir qu'on vous retrouve les mardis pour aborder les questions de droit. La semaine dernière, le thème a énormément fait réagir. Il était question de choisir son régime matrimonial. Ah, ça. Et aujourd'hui, on va aller complètement ailleurs. On va parler de sécurité foncière. Alors, Maître, bonjour. Bonjour, Marco. La sécurité C'est Marco. foncière. Oui, c'est la famille, il n'y a pas de souci. Alors, nous allons vous laisser déjà faire un point récapitulatif, et puis après, on va voir un peu comment ça réagit sur les réseaux sociaux. Nous poserons des questions. Allez-y. OK. Quand on parle de sécurité foncière, c'est la sécurité sur la terre. Pas sur la terre en tant que globe terrestre, mais comment un État sécurise son massif foncier. Mais il faut dire que le massif foncier d'un État est composé de deux domaines. Il y a le domaine foncier rural et le domaine foncier urbain. Le domaine foncier rural, je ne crois pas que ce soit l'occasion de l'aborder ici aujourd'hui. On parlera essentiellement du domaine foncier urbain. Certainement que dans une autre mission, on reviendra sur le domaine foncier rural. Donc le domaine foncier urbain de la Côte d'Ivoire, bon, à l'époque, avant même que nous ayons une loi sur le domaine foncier rural, il y a eu des lois. Depuis 1909, il y a eu un décret loi de 1909 depuis la période coloniale qui réglementait les questions foncières. Et avec le temps, l'État s'est approprié cette question en ayant une législation propre à nous. Néanmoins, ces lois coloniales ont toujours continué à avoir cours dans notre législation. Mais compte tenu de l'émission, de l'objectif de l'émission, on ne va pas se mettre dans ces considérations juridiques. Toujours est-il qu'aujourd'hui, nous avons deux domaines fonciers en Côte d'Ivoire, le domaine foncier rural et le domaine foncier urbain. Le domaine foncier rural qui est réglé par la loi de 1998 avec ses modifications et ses décrets d'application, et le domaine foncier urbain qui fait l'objet de plusieurs lois spécifiques, décrets et arrêtés. Alors, comment s'assurer que le terrain acquis est sans litige? Ça, c'est une grande hantise de toutes les couches de la population. Justement, c'est l'objet de mon intervention ici. Aujourd'hui, quand on parle de sécurité foncière, je m'amusais comme ça à dire à des copains, parlons plutôt d'insécurité foncière. Parce qu'aujourd'hui, dans le domaine foncier urbain, les litiges que nous avons amènent à se demander si nous avons une sécurité foncière. Et cette insécurité foncière est fonction de plusieurs paramètres. D'abord, nous avons l'insécurité institutionnelle. Aujourd'hui, nul n'ignore que le ministère de la Construction fait l'objet de changements. Des ministres se succèdent. Et lorsque les ministres se succèdent, très souvent la législation qui est applicable n'est pas appliquée comme il se doit. Aujourd'hui, vous verrez des lotissements qui sont approuvés par tel ministre, soit c'est lui-même qui prend des arrêtés après pour les remettre en cause, ou bien c'est son successeur qui revient mettre ces lotissements en cause. Ça, c'est l'insécurité institutionnelle. Il y a aussi des personnes qui ont des lettres d'attribution, qui ont des titres définitifs parfois, et il se trouve que nos dirigeants, les autorités chargées de la question, les ministres remettent encore ces titres en cause. Vous avez une lettre d'attribution, un matin vous êtes chez vous, on vous envoie une lettre pour vous dire que votre terrain vous est retiré, et encore lorsque là c'est fait. Ça. Mais parfois il n'y a même pas de lettre qui retire le terrain. Mais c'est plutôt une autre attribution qu'on fait à quelqu'un d'autre. Et vous vous retrouvez à 2, 3, voire 4 sur le même terrain avec des titres délivrés par la même autorité. Exactement. Et il y a aussi la concurrence concurrente. Aujourd'hui, vous verrez des terrains sur lesquels nous avons une lettre d'attribution délivrée par un sous-préfet, une lettre d'attribution délivrée par le district et une lettre d'attribution délivrée par le ministère. Entre ces trois, lorsqu'on prend la loi, on regarde les décrets, on regarde tout ce qu'il y a comme corpus juridique, ces trois personnes ont compétence pour délivrer des lettres d'attribution. En ce moment, à qui appartient le terrain en fonction du titre qu'il a? Est-ce le titre antérieur? Est-ce la compétence de l'autorité la plus élevée selon l'ordre hiérarchique? Ou qu'est-ce qu'on fait? Et à côté de cette insécurité institutionnelle, nous avons l'insécurité qui émane même de ceux qui sont considérés comme qu'on appelle propriétaires terriens. Vous achetez un terrain aujourd'hui avec tel village, parce que le lotissement, depuis un certain temps, est l'affaire des villages, et l'affaire des familles, l'affaire même des individus. Vous achetez votre terrain avec tel village,
Et le lendemain, on vient vous dire non, l'attestation villageoise qu'on vous a délivrée n'a plus cours parce que le chef du village a changé. Mais lorsque le chef change, on ne change pas le... Ça doit être une continuité, non? Ça doit être une continuité. Ou bien la famille qui vous a attribué le terrain est en litige, un de leurs élèves, il suscite un autre lotissement qui remet en cause le premier lotissement, alors que ce lotissement, lorsque le lotissement est fini, a un guide qui est déposé au village. Parfois, le guide déposé au village fait l'objet de modifications et ce guide n'est pas conforme à celui qui est déposé au ministère, et de sorte que des attributaires se retrouvent en conflit avec plusieurs titres concurrents et plusieurs titres qui s'entrechoquent. Et très souvent, ça se termine au tribunal. Mais là encore, lorsque ça se termine au tribunal, vous voyez un juge devant qui on envoie 3 titres, 3 attestations villageoises sur le même terrain. Finalement, regardez aussi son embarras. Tout à fait. Alors, maître, après tout ce que vous nous dites, on a l'impression qu'il y a un véritable chaos qui règne dans ce secteur-là. Vous l'avez dit, entre insécurité institutionnelle, entre concurrence concurrente. Compétence concurrente, oui. Oui, donc les attributions villageoises, etc., etc. Le citoyen lambda qui veut acquérir un terrain s'en trouve fortement perturbé. Absolument. Et ne sait que faire. Alors, la question, encore une fois, je répète la question de Marco, comment faire quand on veut acheter un terrain? Comment s'assurer que ce terrain-là, on ne viendra pas nous le contester? On ne viendra pas nous dire non, il appartient à X et non pas à Y. Celui avec qui vous l'avez acheté, ce n'est pas la personne compétente. Comment faire pour acheter un terrain sans litige? À qui s'adresser? Et quel papier vérifier? J'avoue qu'en son temps, je pouvais aisément répondre à la question. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous assurer d'une voie qui puisse vous faire éviter les litiges. Si vous-même, vous ne pouvez pas, à quel sens se vouer? Ah, mais la question se pose. C'est pourquoi on parle de sécurité foncière. Donc, c'est pour dire qu'il y a une organisation qui s'impose dans le secteur. Il faut enfin qu'on nous donne une ligne de conduite, qu'on nous donne une feuille de route en quelque sorte. On sait qui? Qu'on dise, les autorités chargées de la question foncière, le ministère de la Construction. Voilà. Ou bien, on fait comme le foncier rural, on prend une loi spécifique au domaine foncier urbain avec des formules bien établies, tout comme ça se fait sur le plan rural. Mais sur le plan urbain, j'avoue que, comme vous l'avez dit, je n'ai pas eu envie de dire le mot, mais c'est un chaos véritable. Et les litiges qu'il y a aujourd'hui à la chambre immobilière, vous prenez la chambre immobilière du tribunal d'Abidjan, vous prenez la chambre immobilière du tribunal de Yopougon, c'est une chambre qui est hyper chargée. Il y a trop de litiges fonciers. Et très souvent, comme je l'ai dit, les titres que chacun présente, ce sont des titres parfois valables sur le plan juridique, mais sur le plan matériel. Regardez bien, en son temps, lorsque on était encore au certificat de propriété foncière, il y a un processus. Vous avez une lettre d'attribution, du moins vous avez d'abord une attestation villageoise qui vous conduit à une lettre d'attribution. Et à l'époque, on vous donnait un arrêté de concession provisoire, un arrêté de concession définitive en son temps. Et après, on est passé de la lettre d'attribution au certificat de propriété foncière. Le certificat de propriété foncière était délivré par le cadastre, qui dépend du ministère de l'économie et des finances. Et la lettre d'attribution est délivrée par le ministère qui dépend du ministère de la construction, qui est le ministère de la construction. Et très souvent, qu'est-ce que certains font? Au lieu de suivre ce processus pour arriver au cadastre, puisque les deux ministères parfois ne communiquent pas vraiment, ils contournent, ils se précipitent directement au ministère de l'économie et des finances, au cadastre, et puis on leur délivre un certificat de propriété foncière. Et pendant que celui qui est attributaire du terrain, qui suit son processus normalement, est encore au ministère. Et lorsqu'un litige éclate, celui-là présente mon titre, il dit bon, voici mon titre, je suis propriétaire, j'ai un certificat de propriété foncière, et l'autre n'a qu'une lettre d'attribution. Légalement, il est plus fondé dans ses droits, celui qui a le certificat de propriété foncière, alors qu'il a pris un raccourci pour y arriver. Mais lorsque c'est comme ça, de plus en plus, au niveau des juridictions, nous avons proposé aux magistrats qui sont chargés de ces questions qu'on fasse ce qu'on appelle une mise en état. C'est-à-dire on appelle chacun qui vient avec ses titres et chacun vient dire le processus qu'il a suivi pour avoir son titre. Alors, en ce moment, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est allé un peu plus vite que l'autre, mais pas forcément selon la procédure qui devait être suivie. Mais malheureusement, on nous disait à l'époque que le certificat de propriété foncière ne pouvait pas être annulé. Mais aujourd'hui, avec la Chambre de la Cour suprême, il arrive des moments où, lorsque ce certificat de propriété foncière est obtenu de façon pas tout à fait claire, on l'annule. Mais avant d'en arriver là, que de chemin à parcourir. On constate, hein, quand on vous entend parler, on constate qu'il y a vraiment des soucis, il y a un ras-le-bol, et puis il y a beaucoup trop d'interventions. Parce que si quelqu'un peut avoir le bras long pour passer outre certaines étapes, ce n'est pas normal. Et en plus, moi j'aimerais poser une question simple. Je reviens sur la base. Je vais acheter un terrain en Côte d'Ivoire, en milieu urbain. Comment je fais? J'ai de l'argent,
ma banque est avec moi, je veux avoir un terrain là maintenant. Je vais voir qui? Est-ce que je vais à l'AGF? Je fais comment concrètement? Bon, vous pouvez vous rendre à l'AGF. C'est l'autorité habilitée aujourd'hui, sur le plan urbain, à délivrer des terrains qu'on dit sécurisés. Voilà, mais là, je vous dis encore que les terrains acquis avec l'AGF, aujourd'hui, de plus en plus, on commence à avoir des litiges. Voilà encore le souci. Alors, et si on passe par une promotion immobilière, par exemple? Les promotions immobilières sont obligées d'acquérir le terrain selon le processus législatif en place. On se dit que là, ils sont passés par toutes les étapes. Oui, encore que les promotions immobilières ont plus de force parce qu'elles acquièrent les terrains ensemble et très souvent, pour leur contester leur propriété, c'est là un peu plus difficile. Mais parfois encore, les mêmes qui leur ont vendu à ces promotions immobilières, à ces sociétés de promotion immobilière, ces terrains sont les mêmes qui viennent les remettre en cause. Parce que imaginez, vous achetez 1 hectare de terrain pour construire des maisons. La chefferie vous délivre tous les titres qu'il faut, vous allez au ministère, vous avez vos titres. Mais un matin, vous constatez que les mêmes qui vous ont vendu ces terrains, on les ont morcelés pour les revendre à des personnes individuelles. Et ça devient maintenant un litige entre la société qui fait la promotion immobilière et les personnes individuelles. Aujourd'hui, je vous dis, sur la place d'Abidjan, plusieurs chantiers ont été arrêtés pour ces questions-là. Des chantiers qui commencent très bien, on voit la maison témoin, les personnes souscrivent, tout le monde est content, on fait le versement. Et par la suite, on se rend compte que le chantier est arrêté parce qu'une partie est revendiquée par certaines personnes qui ont acquis ce terrain-là à partir d'un lotissement plus ou moins vrai ou faux, selon plutôt. Mais toujours est-il que le litige naît et la promotion immobilière s'arrête. Alors aujourd'hui, si vous deviez me conseiller, par exemple, nous conseiller, Eva et moi, un terrain, ce serait où? Ce serait mieux à l'intérieur du pays qu'à Abidjan. Il y a moins de problèmes, c'est ça? Je pense bien. Mais l'intérieur du pays encore, je ne sais pas, je n'ai pas encore touché cette question de l'intérieur du pays. Abidjan, on a l'impression qu'Abidjan, non seulement c'est saturé, mais c'est trop risqué. Abidjan est risqué. C'est trop risqué, il y a trop d'interventions, on connaît le ministre, on connaît le directeur, on connaît tel directeur. Il n'y a pas de fluidité dans la démarche. Ce n'est même pas cela forcément. Aujourd'hui, vous pouvez connaître le ministre. Mais si le propriétaire terrien a vendu votre terrain à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que le ministre peut bien y faire? Rien. Vous serez 2 sur le terrain. Vous serez 2. C'est une vente multiple. Mais tu est-il qu'il y a 2 personnes, votre objectif c'est de construire votre maison. Alors que l'autre c'est de construire sa maison. Et vous devez vous retrouver avec des titres tout à fait valables. Le même chef du village qui vous a donné l'attestation villageoise et le même qui a donné l'attestation villageoise à l'autre. Donc vous vous retrouvez tous deux avec des attestations villageoises, chacun va au ministère chercher son terrain. Et très souvent, dans le processus, on dit non, litige. Quand on vous dit litige, c'est que votre dossier ne peut plus évoluer parce qu'il y a un litige. Et ce litige, avant de le résoudre, mais je vous le dis, ça prend du temps. Absolument. Or, vous avez envie de construire votre maison dans un temps que vous êtes déterminé. Pendant ce temps, vous êtes bloqué dans votre projet. Il y a des litiges également qui découlent de successions mal réglées. On a des héritiers, des co-héritiers par exemple, qui vendent les maisons à plusieurs personnes. Après, oui, mon frère, je n'étais pas au courant, ou je suis l'enfant légitime, etc., etc. Il y a beaucoup de litiges qui découlent de ça. Oui. Et sur ce plan, il faut le dire, parce que les successions mal réglées, les maisons qui sont vendues, soit à plusieurs personnes, ou bien par plusieurs personnes à plusieurs personnes. Et ça, c'est courant. Lorsque vous prendrez le répertoire des litiges fonciers, vous verrez que ça aussi, c'est courant. Des maisons qui sont vendues par des héritiers, et parfois on a des héritiers qui les vendent à partir de titres normaux. Il y a plusieurs enfants, chaque groupe d'enfants se fait établir un acte d'hérédité. C'est normal, ils sont héritiers. Ils vendent le terrain, ils sont héritiers. La vente est tout à fait valable. L'autre groupe, ne sachant pas, soit de bonne ou de mauvaise foi, revend ce terrain. Mais toujours est-il que quelqu'un sera remboursé, mais à quel moment? Ici, aujourd'hui, ce n'est pas... Quelqu'un me demandait, mais est-ce que le tribunal ne prévoit pas de solution? Il y a des solutions, mais c'est le temps dans lequel ces solutions vont être trouvées. Imaginez-vous quelqu'un qui commence à travailler, qui commence immédiatement à vouloir construire une maison. Mais s'il doit passer toute sa carrière à régler un litige foncier, que sa retraite, sa maison doit sortir de terre, vous constaterez que finalement, il a perdu du temps pour rien, pour ce litige foncier. Et donc, le socle de toute sécurité en matière d'investissement, c'est le foncier. Maître, au-delà de tout ça, vous particulièrement, vous êtes quelqu'un, vous êtes du sérail, vous connaissez un peu. Qu'est-ce que vous préconisez personnellement, on va dire? Moi, je vous dis que j'ai même été victime vous aussi de cette situation. J'ai été victime de cette situation.
Donc, j'en ai été victime et j'ai eu le temps de m'asseoir pour lire et relire entre les lignes. C'est pourquoi je peux aujourd'hui en parler avec aisance. Tout à fait. Voilà. Alors justement, on va parler de solutions. Quand on est victime d'un tel problème, quand on a un litige foncier à régler, vers qui on se tourne? Quelles sont les procédures à suivre? La première des choses, dépêchez-vous chez le premier avocat que vous devez rencontrer. D'accord. Et demandez-lui s'il peut prendre votre dossier et conduire votre affaire pour que vous ayez gain de cause. Donc, première étape. Première étape, Prendre attache contacter avec un avocat. un avocat. Parce qu'aujourd'hui, la question foncière est tellement délicate qu'il n'est pas bien. Certains me diront, je fais la promotion des avocats, mais c'est tellement important, tellement délicat. Les délais sont tellement stricts. Mais imaginez-vous, quand vous faites un recours administratif préalable pour faire annuler un titre, vous avez seulement 2 mois pour le faire lorsque vous avez eu connaissance. Mais il y a des personnes qui en ont connaissance et qui se promènent, qui en parlent. Lorsqu'elles font le recours, on dit, mais vous êtes hors délai. Wow. Ou bien lorsque vous faites le recours, il faut surveiller les délais pour que, après le recours administratif, vous puissiez faire le recours contentieux. Très souvent, les personnes font le recours, on leur dit c'est comme ça qu'il faut faire. Ces personnes font le recours et elles vont dormir chez elles en attendant. Tous les jours, elles marchent, elles vont au ministère. Et c'est 1 an après, on vient leur dire que vous êtes forclos pour faire recours contentieux. Ce n'est pas normal. Donc, première étape, contacter un avocat. Et lorsque vous contactez l'avocat, l'avocat va faire les procédures idoines en fonction du problème qui se présente. Comme il n'y a pas un seul problème, si c'est une question de titre concurrent, l'avocat, il y a une procédure prévue que l'avocat connaît. Si c'est une question de vente multiple, il y a une procédure que l'avocat connaît. Si c'est une acquisition mal ficelée, l'avocat sait ce qu'il faudra faire. Ça, c'est la première. Et la deuxième chose, vous avez tout résumé en même temps. Oui, c'est l'avocat qui va se charger de l'avocat uniquement, pierre centrale, pierre angulaire. Il ne faut pas se lancer aussi, je parle sous votre couvert, sous votre contrôle, pardon, il ne faut pas se lancer aussi dans de telles actions sans avocat. Déjà, il ne faut pas attendre qu'il y ait forcément un conflit pour avoir un avocat pendant même la vente. Ou bien avant même d'acheter un terrain, avant d'acheter le terrain. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les personnes achètent des terrains sur des lotissements non approuvés. Et lorsque ces personnes se présentent chez moi pour dire, maître, regardez bien, est-ce que je peux acquérir ce terrain, que je vois que le lotissement n'est pas approuvé, je demande toujours qu'on nous envoie l'arrêté d'approbation. Si l'arrêté d'approbation est là, c'est déjà une sécurité. Déjà, même avec l'approbation, c'est une sécurité, mais elle n'est pas garantie. Et lorsque vous achetez un terrain sur un lotissement non approuvé? Alors, quand on veut acheter par exemple un terrain, quels sont les papiers qu'on doit vérifier? Qu'est-ce que le vendeur doit être en mesure de nous donner comme garantie? Il faut un titre reconnu par le ministère comme étant un titre sur le terrain. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, l'attestation villageoise ne suffit pas. Il faut au moins un titre délivré par un ministre. Le ministre de la Construction qui vous délivre d'abord au moins le premier titre, qui a au moins la lettre d'attribution. Et lorsque des personnes viennent avec des attestations villageoises, qui disent « j'ai eu ce terrain, je l'ai acheté, mais vous ne l'avez pas encore. C'est une attestation villageoise. Allez au ministère pour vous faire attribuer ce terrain. Au moins avec ça, vous pouvez commencer la procédure pour avoir l'ACD. Mais si vous n'avez pas ce titre, qu'est-ce que vous faites? Très bien. Alors, on vient de le voir, ce sont des questions qui concernent les Ivoiriens. Il y a également énormément de réactions sur les réseaux sociaux, beaucoup de questions qu'on soumettra donc à Maître Koné Kiyobien et qui essaiera de vous répondre. Merci beaucoup pour vos explications. Merci pour le temps. Vous expliquez tellement bien les choses que là, moi, je suis... On prend plaisir. Oui, je vais donner des cours juste après. Merci beaucoup, Maître Koné Kiyobien. À mardi prochain. Merci. Avant de quitter, Marco, on fait un dernier tour du côté du point route. Voilà, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, que le point route est toujours à votre disposition. On commence l'émission avec et on ouvre. Là, nous sommes du côté de Sokosé de Plateau. Voilà, la circulation commence à prendre un tout petit peu d'ampleur, mais dans l'ensemble, RS. Oui. On se déplace au boulevard Lagunaire, au plateau. Comment est-ce que ça va? Il est à presque 7h30. Je pense qu'on doit être bien en jambes. Là, il doit y avoir beaucoup de circulation. Même pas. Alors là, ça va, c'est fluide, c'est super fluide, allez-y. Je pense que tout le monde est en train de regarder Matin Bonheur. Ah oui, c'est bon pour nous là. Donc voilà, on continue avec beaucoup de plaisir. Troisième live au niveau de la route. Maintenant, c'est parti avec la commune de Suspense. Nous sommes en live là, nous sommes à Koumassi. Ouais. Koumassi, à quelques encablures, on le dit toujours, de la porte d'entrée d'Abidjan, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. La circulation devient un tant soit peu dense. Attention, le Goslo n'est pas loin. Le pont de Gaulle, à présent, comment ça se passe? Comment on se déplace? Comment on accède au plateau en passant par le pont de Gaulle? Voilà, de la circulation, des voitures, du ciel, du soleil.
Franchement, Abidjan est une très très belle capitale. La Côte d'Ivoire est un magnifique pays que nous vous invitons à visiter si ce n'est pas encore fait. Marco, ah oui, si ce n'est pas encore fait, c'est un crime. Venez à Abidjan, on est très heureux. Ce n'est pas parfait, mais en Côte d'Ivoire, on vit bien, on passe vraiment de bons moments. Les Ivoiriens aiment la vie. On a été très heureux d'être en votre compagnie tout au long de ces 95 minutes passées ensemble. J'aimerais remercier des personnes qui nous font l'honneur de leur soutien. L'équipe de 225 Foot Style avec Christian Kwame qui nous permettent d'avoir des accessoires tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations. Grâce à eux, on a pu avoir des maillots et puis aussi des accessoires. J'aimerais remercier donc 225 Foot Style que vous retrouverez sur la toile. Ils font beaucoup pour tout ce qui est sport et surtout pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. On vous souhaite de passer une très très bonne journée, toujours sur RTI 1. Juste après, c'est Yves Emma qui sera avec vous pour vous parler un peu de tout ce qui va rythmer la chaîne. Aux alentours de midi, il aura bien sûr c'est midi et puis il aura aussi le direct avec la CAN. On salue tous ceux qui s'y collent, c'est pas évident, tous ces techniciens qui travaillent afin de vous restituer l'intégralité de la Coupe d'Afrique des Nations. Ciao, ciao! Et j'invite cette dame à aller manger, prendre un bon petit déjeuner. On y va? Audio Jungle.